Donc, je vous remercie tous d'être venus, y compris ceux qui sont à distance. Donc, Mathilde Boitiaz, je suis directrice de la Fabrique écologique. Et donc, je suis vraiment ravie d'introduire aujourd'hui et de vous accueillir tous pour cette présentation d'une étude vraiment passionnante sur les supermarchés coopératifs. Donc, tout ce qui est alimentation aujourd'hui, ce sont vraiment des sujets prioritaires. Et puis, avec la question sociale, etc. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Et je vais donc remercier aussi tous les intervenants d'être venus, tous les participants, y compris les intervenants à distance. Et je laisse la parole à Jill Madelena, qui a réalisé cette étude. Et je remercie également la Fondation Carasso, grâce à qui nous avons pu faire ce travail. Merci Mathilde. Donc, c'est toujours bon le son à distance. J'ai l'impression que l'image est un peu figée. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller. Donc, effectivement, bonsoir à toutes et tous. Merci pour tous les intervenants, intervenantes d'être présents ce soir. Donc, je vous les présente dans l'ordre, peut-être en partant du fond. Donc, Jean-François Herry, membre fondateur et salarié de la Louve, que je vais présenter juste après. Ensuite, Elisabeth Juste et Marion Pellissier, membres des 400 Coop, également supermarché coopératif parisien. Ensuite, Denise Mirou, membre du conseil coopératif et membre tout court de Coop 14. Ensuite, à ma droite, Hajar El Karmouni, maîtresse de conférence en sciences de gestion à l'Épicène, chercheuse à l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc vous avez soutenu votre thèse sur la Louve il y a quelques années et vous continuez de travailler sur les dynamiques citoyennes, de réappropriation du sujet de la question de l'alimentation et puis sur d'autres sujets aussi liés à l'écologie. Et puis à distance, donc nous avons Eva Chevalier, qui est présidente de Super Cafouche, qui est une coopérative située à Madron, qui est un membre historique de La Cagette, qui est un supermarché coopératif situé à Montpellier. Et puis, nous avons Grégory Ackermann, qui est sociologue, chercheur à l'INRAE, et dont les travaux portent notamment sur les supermarchés coopératifs et plus largement, là aussi, sur les dynamiques citoyennes de réappropriation de l'alimentation saine et durable. Et puis, vous êtes membre du conseil scientifique de l'expérimentation de caisses alimentaires communes à Montpellier. On aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Alors effectivement, en fait, nous organisons cet événement à l'occasion de la sortie d'une étude que nous avons réalisée sur les supermarchés coopératifs. Donc ce soir, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails de l'étude qui est assez longue. En fait, elle sera publiée sur notre site demain. Mais du coup, là, c'est plus un événement qui vise à enrichir par la présence justement de nombreux supermarchés et puis de deux chercheurs et chercheuses. Donc en fait, peut-être juste en introduction, vous dire que il existe en fait aujourd'hui une diversité de supermarchés coopératifs, peut-être presque autant de nuances que de structures. Donc ça s'explique sans doute parce que le mouvement est relativement récent, puisque le premier supermarché a été ouvert en 2016. Et en fait, ces différents collectifs citoyens, ils essayent, ils tentent, ils testent et ils adaptent leurs projets en fonction de contexte local, de leur histoire et de leur ambition et leurs objectifs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Et donc, on va peut-être revenir dans un premier temps sur ce qui vous distingue les uns des autres. Donc, ça peut être la taille du magasin, le nombre de produits, le statut juridique, l'absence ou la présence de salariés, les procédures de démocratie en interne. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Néanmoins, il y a quand même des éléments communs entre toutes vos structures. Donc déjà, le point de départ, en fait, c'est des initiatives portées par des habitants et des habitantes qui étaient insatisfaits, enfin vous le direz sans doute mieux que moi, mais de l'offre alimentaire qui leur était proposée. Et puis ensuite, la caractéristique commune, en fait, elle transparaît dans le nom, qui a trois mots, en fait, supermarché, coopératif et participatif. Donc l'aspect supermarché, c'est important puisqu'il y a vraiment l'idée de proposer une diversité de produits pour qu'en fait, on puisse faire normalement l'intégralité de ses achats dans ce magasin. Donc peut-être à la différence des AMAP qui se concentrent plutôt sur les fruits et légumes. Il y a aussi la dimension coopérative, donc ce qui signifie en fait que les membres sont propriétaires du magasin et que la démocratie s'appuie sur le principe une personne, une voix. Et puis, il y a la dimension participative qu'on oublie parfois quand on dit supermarché coopératif, mais qui est très importante et qui signifie que les membres travaillent en fait bénévolement dans le magasin
Très souvent, en fait, la modalité la plus fréquente, c'est 3 heures toutes les 4 semaines, mais il y a des variations. Voilà. Et ça, en fait, donc, et puis les tâches réalisées par les membres, c'est l'intégralité des tâches quand il n'y a pas de salariés. Et puis, quand il y a des salariés, ces tâches peuvent être partagées, mais on trouve évidemment toutes les tâches nécessaires au fonctionnement d'un magasin, donc l'encaissement, la mise en rayon, le rangement, le ménage, mais aussi l'approvisionnement, la comptabilité et l'administration. Et c'est ce point, en fait, ce dernier point, le caractère participatif, qui les différencie de leurs ancêtres, qui ont une histoire très longue et aujourd'hui oubliée, qui sont les coopératives de consommateurs, dont la première est née à Lyon en 1835. Et ces coopératives alimentaires, elles ont en fait une histoire de 150 ans, puisqu'il y a eu un effondrement brutal en 1985, mais elles ont joué un rôle très important au cours des 19e et 20e siècles. Et je ne sais pas si l'exposition est terminée ou pas, mais il y a une très belle exposition sur ça en ce moment au CEDIAS. Voilà, et ensuite peut-être un dernier point de définition, donc là ce que je viens de dire, hein, le côté coopératif et participatif, c'est la marge constante et transparente sur tous les produits. Et ça, c'est un point de différenciation très important par rapport à la grande distribution, puisque pour la grande distribution, en fait, la marge est une variable d'optimisation en fait du profit, et c'est une variable qui n'est pas connue. Voilà, donc en résumé, grâce à 3 leviers, la non-lucrativité d'une part, la marge constante et relativement basse, et enfin le travail bénévole, les supermarchés coopératifs ont l'ambition de vendre des produits de qualité à prix abordable et en rémunérant correctement les producteurs. Et avant du coup de poser ma première question, peut-être que je peux donner une dernière indication, c'est que ce rapport, il se concentre sur la forme supermarché coopératif, mais il y a une grande diversité en fait de magasins ouverts par les consommateurs. Donc l'auteur de ce dénombrement est ici. Il y en a près de 340 en fait en France, dont la moitié sont situés dans des villages ou villes de moins de 5000 habitants. Et donc voilà, ces magasins, ils font pas l'objet du rapport ni de ce débat ce soir, mais il faut savoir qu'il y a donc une famille plus grande de magasins ouverts par des consommateurs que simplement les supermarchés coopératifs. Donc voilà pour l'introduction. Du coup, assez naturellement, je me tourne d'abord vers la Louve. Donc Jean-François Herry, donc comme j'ai dit, vous êtes membre fondateur et aujourd'hui salarié. Donc la Louve, c'est le premier supermarché coopératif et participatif de ce nom en France, qui a ouvert ses portes en 2016 à Paris, dans le 18e arrondissement. Et votre supermarché, il en a inspiré et accompagné plein d'autres depuis en France. Alors vous réunissez aujourd'hui, si je compte en membres actifs, 3600 personnes, ou peut-être vous direz un peu plus. Un peu plus, je sais pas et si 9500, pardon. peut-être un peu plus, je Ouais, sais pas peut-être un peu exactement. plus, en tout cas, les derniers chiffres que j'ai regardés, c'était ça. Pour une surface totale de près de 1500 mètres carrés, dont 800 de surface de vente. Et vous êtes 150. 12 salariés. Donc, ma première question, c'est que vous défendez une forme assez précise de supermarché coopératif avec des exigences en termes de surface, de nombre de références, la présence de salariés. Donc, vous pouvez nous présenter un petit peu ce modèle et pourquoi c'est celui-là aujourd'hui que vous défendez? Bonjour. Eh ben, en fait, on a inspiré, quand vous dites qu'on a inspiré plusieurs coopératives ici, je pense que nous, on a premièrement été inspiré par la Park Slope, qui est un supermarché coopératif qui était le seul très vaillant depuis 73, leur naissance. Et nous, c'est un supermarché qu'on a étudié énormément avant de commencer. Et on s'est rendu compte, en fait, que la rigueur qu'il avait, et également sa forme très précise, justement, comme vous disiez précise tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'est la forme précise, c'est-à-dire des salariés, clairement, c'était établi. Également, le fait d'avoir une marge constante et d'être très attaché au fait de respecter le fait que chaque membre qui vienne travailler puisse acheter et qu'on n'ouvre pas forcément la porte aux membres, enfin aux personnes qui n'étaient pas membres. Ça a été quelque chose de très important pour nous parce qu'on a vu que c'était un supermarché qui fonctionnait bien, qui avait un chiffre d'affaires qui était gigantesque par rapport même à beaucoup de supermarchés classiques new-yorkais. Et du coup, en fait, les deux initiateurs de l'idée, donc Tom et Brian, ont tenté de la réflexion pour essayer de l'amener en France. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était jouable pour les mêmes raisons.
Et en fait, on est parti là-dessus avec la même rigueur, en essayant d'avoir la même rigueur. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas évident, donc on a mis du temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il fonctionne bien, qu'il a passé les différentes crises. Et c'est aussi un supermarché sur lequel on a été très strict, peut-être parfois beaucoup plus que certains autres d'ailleurs modèles, hein, qui étaient plus, qui étaient plus expérimentaux à certains endroits. Nous, on était un peu moins expérimentaux à certains endroits, expérimental à certains endroits, mais ça nous permettait aussi d'avoir une espèce d'avancée assez stable. Et on est resté sur cette rigueur-là, en fait. Donc, on s'est vraiment mis dans le sillon de la Park Slope et on est parti comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment l'origine de la Louve, en fait. Donc, on est vraiment la petite fille de la Park Slope. Puis ensuite, il y en a eu d'autres. Peut-être on avance un peu sur le tour de table et on pourra revenir pour préciser les modèles. Alors, Denis Mirou, donc vous êtes membre de Coop 14, qui, comme son nom l'indique, est situé dans le 14e arrondissement de Paris. Alors, vous avez ouvert beaucoup plus récemment, en novembre 2022, pour le magasin actuel en tout cas. Donc, ça fait 1 an. Vous rassemblez aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, mais 270 membres à peu près, dont 300 au dernier compte. 300 au dernier compte, membres, sur une surface de vente de 120 mètres carrés à peu près. Vous n'avez pas de salariés. Et pour illustrer en tout cas la diversité, j'ai voulu vous poser la question du choix du statut, parce que vous avez fait un choix particulier qui est celui du statut SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, afin, vous dites, en tout cas la personne avec qui j'ai échangé pour mon rapport, de représenter tous les maillons du système alimentaire. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce choix, pourquoi avoir fait ce choix et voilà. D'abord, il faut que je me présente modestement. On est tout récent. On a eu la bonne idée de faire notre première réunion en janvier 2000 pour non pas s'éteindre, mais on a continué en visioconférence. C'était la crise Covid, ça a compliqué les choses. Et on n'est encore que 300 à une échelle plutôt supérette sur votre échelle de taille. Mais notre ambition n'est pas de rester supérette, c'est de devenir vraiment un magasin coopératif, supermarché coopératif. Mais on avance progressivement. Toute cette année 2000 a été justement pour largement consacrée à la réflexion sur notre structure. Pourquoi? Différents schémas existent, d'ailleurs vous les décrivez très bien dans votre ouvrage. Désolée, je me permets de vous couper, mais comme on est en visio, il faudrait peut-être plus parler dans le... Pardon, oui, il faut que je colle. Donc, réflexion sur notre organisation. À vrai dire, on a été dans une certaine mesure assez accompagné, influencé par Fimacop, à qui on avait demandé conseil, qui est elle-même d'ailleurs une SIC. Et on a choisi cette formule qui ne répond pas encore à la taille et l'étendue, mais aux ambitions de notre coopérative. À savoir, et ça c'est la première idée importante, associer l'ensemble des... associer à terme en tout cas l'ensemble de l'écosystème du système alimentaire avec non seulement les consommateurs, travailleurs consommateurs, mais également bien entendu les producteurs. Un jour, on aura des salariés, on n'en a pas encore, c'est un choix. Des associations du secteur où nous sommes implantés. Nous y attachons une très grande importance, potentiellement des collectivités. Vous savez que les SIC ont une obligation d'avoir au moins 3 représentations, ce n'est pas forcément sous forme de collège, mais 3 représentations, les salariés, les consommateurs et les producteurs. Aujourd'hui, on les a, sauf les salariés, mais le collège, en quelque sorte, entre guillemets, leur est ouvert dès qu'on en aura. Mais on a une association locale qui pourra avoir des voix. Donc, on est entre 11 et 15, c'est le nombre du conseil coopératif. Actuellement, on est 11, dont 8. Nous avons veillé, c'est important aussi dans notre choix, à ce que ce soit toujours au moins la moitié plus 1. Donc, on est majoritaire, quelle que soit l'évolution du nombre de représentations. Ça, c'était un critère important. Donc, associer, premier critère, associer à terme l'ensemble de l'écosystème des acteurs. Les producteurs s'étend aussi bien aux producteurs, parce qu'on en a des producteurs directs qui font partie, il y en a 2, de notre conseil coopératif, mais peut-être aussi des intermédiaires en circuit court, un seul,
On a des bons contacts et peut-être qu'un jour, on aura aussi un fournisseur de ce type-là. La deuxième raison, c'est que les statuts de la SIC, qui sont qui sont anciens, hein, on n'a pas inventé ça récemment, les statuts des SIC, ont une vertu, on ne peut pas faire de bénéfices répartis entre les membres. Non, c'est interdit par la loi. Donc, ces bénéfices, s'il en est, ce n'est pas notre cas, hein. On n'est pas encore dans un régime de bénéfices, mais il y en aura un jour, on l'espère. Ils sont forcément réinvestis sous différentes manières, s'agrandir, s'équiper et peut-être un jour investir dans avec des paysans qui, dans la région Île-de-France, voudraient s'étendre, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous a marqué dans nos choix. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je continue le tour de table des supermarchés parisiens. Elisabeth Juste et Marion Pellissier, vous êtes membres des 400 Coop, donc qui est un supermarché situé dans le 11e arrondissement. Votre magasin a ouvert en 2019. Il a une surface de 200 mètres carrés et rassemble, là aussi, peut-être que je n'ai pas les derniers chiffres, mais autour de 900 membres, dont peut-être 400 actifs. Et donc, vous défendez un modèle plus tourné vers l'autogestion, sans salariés. Et par ailleurs, vous avez mis en place des procédures intéressantes et originales pour faire vivre la démocratie au sein de votre structure. Donc, ensemble, on avait parlé notamment du tirage au sort pour les mandats, enfin pour certains en tout cas, notamment aussi pour les prises de parole en assemblée générale. Donc voilà, est-ce que vous pouvez peut-être en dire plus sur ce choix de modèle, à la fois un modèle sans salarié, peut-être comment ça se fait que ça marche, pour l'approvisionnement, enfin pour tout ce qu'il y a à faire, et puis peut-être si vous voulez en dire plus aussi sur ce que je viens de citer du point de vue démocratique. Alors, en fait, il y a plusieurs. Marion Pellissier, je suis membre des 400 COP avec Elisabeth. Et donc, les instances pour faire fonctionner en fait le magasin, le supermarché, il y en a trois globalement. Il y a les groupes de travail qui sont constitués sur la base du volontariat et donc du bénévolat, pur bénévolat, parce on est sur un modèle de 3 heures effectivement de travail toutes les 4 semaines. Donc bien évidemment, il y a des tas d'autres tâches qu'il est nécessaire d'accomplir, surtout que nous n'avons pas de salariés. Donc, on a des groupes de travail qui sont constitués autour de thématiques telles que l'approvisionnement. Donc, ça, c'est le gros groupe de travail qui fait vivre, donc qui est indispensable. Il y en a un autre autour de la finance, un autre sur les communications, un autre sur, enfin, je ne vais peut-être pas les détailler tous, mais donc, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le supermarché. Et donc, ces groupes de travail sont ouverts à tous. Et on peut y rentrer quand on veut, on peut en sortir quand on veut, on peut assister régulièrement. Les réunions des groupes de travail sont toujours affichées à l'avance. On peut même simplement assister pour voir comment ça se passe concrètement. On essaye de faire en sorte que tout soit vraiment transparent. Et sinon, les deux autres instances qui sont plus officielles, je dirais, puisqu'elles sont constituées d'élus, sont la coordination. La coordination, c'est l'instance de décision, c'est donc le cœur de la COP, c'est donc qui se réunit régulièrement et où les groupes de travail d'ailleurs sont représentés au sein de cette instance-là. Et la modération qui est une instance plus, je dirais, comment je pourrais dire, plus institutionnelle dans le sens où elle a comme mission principale d'organiser des assemblées générales, parce qu'on fait quand même 2 assemblées générales par an. Les agoras, qui sont des réunions de tous les coopérateurs lorsqu'il y a un sujet brûlant qu'on a envie d'aborder. Et donc, ces instances-là, la coordination et la modération, sont composées d'élus, donc renouvelés régulièrement par parti à chaque assemblée générale, et constituées également de gens tirés au sort. Voilà. Cela dit, le tirage au sort, bon, parmi les coopérateurs évidemment, le tirage au sort n'impose pas, si quelqu'un veut absolument pas, n'a absolument pas de temps, voilà, on ne lui impose pas d'accepter le sort, mais généralement ça marche les gens. Enfin, il y a bien au moins une personne sur 2 qui accepte, qui ne s'est pas présentée spontanément, mais qui accepte de participer. Voilà. Et donc ça, c'est une structure, je pense pas qu'elle soit. Je pense, en fait, nous, on a tout copié hein, de la Louve. Je pense que ça existe chez vous aussi, la coopération, la modération, la coordination. D'accord.
En fait, nous, voilà, on s'est beaucoup basé, hein, je vais être tout à fait honnête, on s'est basé, comme vous le précisiez d'ailleurs, hein, vous avez inspiré d'autres coopératives, on s'est beaucoup basé sur votre expérience pour bâtir, ne serait-ce que nos statuts et le fonctionnement. Et, euh, et, et au-delà de ces groupes qui paraissent un peu comme ça réfugiés institutionnels, on a aussi des agoras, donc comme je disais, qu'on met en place lorsqu'il y a un sujet que quelqu'un propose, et il faut qu'il y ait quand même plusieurs personnes qui soient d'accord pour le proposer. Et dans ce cas-là, on organise des échanges qui peuvent rassembler tous les membres pour prendre des décisions. Alors ça peut être le choix de certaines orientations, par exemple, sur le choix des produits, ou voilà, c'est des sujets variés qui peuvent toucher tout le monde. Vous souhaitez ajouter quelque chose sur les 400 COP? Alors, je continue le tour de table virtuel des supermarchés coopératifs. Donc, Charles Gaudron, vous êtes membre de l'ACAGET, qui est situé à Montpellier, donc membre historique. Bonsoir. Alors, on va juste faire un petit test de son parce que là, c'est Oui, peut-être bonsoir. Vous m'entendez? un peu trop fort, mais ça vient de l'autre côté, donc on va Ah, ok. ajuster. Je parle tout doucement si vous voulez. C'est parfait. Ok. Donc, je disais, membre historique de la CAGET et aujourd'hui responsable de la communication. Donc, la CAGET, comme je disais, est située à Montpellier. Il a ouvert ses portes en 2017, il me semble. Rassemble aujourd'hui plus de 4000 membres, dont 2000 membres actifs. Alors, peut-être que ça, j'ai oublié de le préciser, mais être membre, c'est avoir pris des parts en fait dans la coopérative, et membre actif, c'est venir y faire ses courses en fait. Donc la surface totale de votre magasin est d'environ 430 mètres carrés, dont 180 pour l'espace de vente. Et voilà, la question que je voulais vous poser, parce que finalement, vous êtes un modèle assez hybride. Et lors de nos échanges, on avait aussi parlé de ça. Donc, vous articulez en fait à la fois la présence de nombreux salariés. Donc, si ça n'a pas changé depuis, vous êtes 7 actuellement. Et une implication importante des membres, puisque vous avez mis en place 31 groupes de travail. Donc, un peu sur le même principe que ce qui vient d'être présenté. Donc, c'est un nombre assez élevé. Et puis, en fait, vous faites le constat que la participation est assez bonne. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix peut-être de cet équilibre-là entre des salariés et puis l'implication importante autour d'une trentaine de groupes de travail? Alors le choix, il s'est fait de manière un peu organique, c'est-à-dire qu'on a avancé depuis l'idée du projet jusqu'à maintenant au fur et à mesure sur deux grands axes. D'une part, la question de la distribution alimentaire, il fallait qu'on apprenne le métier. Ça, c'était un des deux axes. Et l'autre axe, ça a toujours été de se pencher sur la gouvernance, ce qu'on fait depuis le début et on continue depuis le début, parce que ça nous semblait être un élément prépondérant et très important de notre impulsion et de notre envie. Euh, alors, petit à petit, en fait, c'était un challenge et un défi, c'était d'essayer de trouver comment faire pour à la fois pour pouvoir prendre des décisions rapidement, pour que tout le monde puisse participer s'il en a envie, mais qu'il n'y ait pas d'obligation de participer, pour que chacun puisse trouver sa place, pour qu'on reste agile, efficace et pertinent, rapide, qu'on soit pas une assemblée générale permanente. Voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qui, au fil du temps, ont fait que on s'est organisé petit à petit selon un système proche de l'holacratie, où donc un comité de travail existe parce qu'il a une raison d'être, vient dans ce comité de travail qui veut y venir. Pour participer à un comité de travail, il faut accepter de prendre une redevabilité des activités de ce comité. Et sinon, tout le monde peut venir assister aux réunions des comités. Mais pour y participer et y avoir une voix, quand je dis une voix pour parler et participer, il faut accepter de prendre des redevabilités, c'est-à-dire de faire des choses. Voilà, c'est un peu ça le principe. On peut venir, on peut repartir. L'idée, c'était d'essayer de mettre en place un système dans lequel les gens, en fonction de leur vie, de leur activité, il y a des gens qui ont du temps pendant un moment, qui n'en ont plus après. Donc, essayer de faire en sorte que le moins de personnes possible ne soient pas remplaçables,
puisque dans ce type d'activité, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent. Donc, comment faire pour maintenir une continuité des activités quand il y a des gens qui arrivent et des gens qui repartent. Donc, on a mis en place un peu des systèmes qui permettent d'avoir un historique de ce que font les comités. D'avoir toujours des ordres du jour précis, d'être un peu structuré pour le fonctionnement des comités. Et je dirais pas au centre, mais comme un peu comme une sorte d'aiguillage central, il y a ce que nous appelons la table ronde, qui est composée de tous les salariés, qui est composé des responsables des comités permanents. Alors les comités permanents, c'est des comités qui ont une vitaux pour la CAGET, comme par exemple la comptabilité ou la gestion ou moi la communication, ou c'est-à-dire des personnes qui ont tout le temps quelque chose à dire de précis ou besoin d'avoir une information permanente. Et les responsables des comités qui font partie du programme de l'année. Chaque année, on met en place un programme. Et mettre en place un programme, ça veut dire qu'un certain nombre de sujets vont être portés par certains comités. Et quand on dit porter, c'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels on va mettre du temps salarié. Ça ne veut pas dire que les autres comités ne peuvent pas porter des projets, mais on choisit un certain nombre de projets sur lesquels on décide pendant l'année de mettre du temps salarié. Et donc, ce sont des projets qu'on a choisi comme étant un peu plus prépondérant, c'est le programme de l'année. Et donc, pour ces sujets-là, on considère que les responsables des comités qui portent ce programme de l'année pendant cette année, vont faire partie de la table ronde pour pouvoir justement suivre et faire suivre aux autres, semaine après semaine, l'avancée du programme de l'année. Voilà un petit peu comment on est structuré. Alors, 7 salariés, oui, c'est un choix, ça a été un choix depuis le début, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on a pu, d'embaucher de nouvelles et nouveaux salariés. C'est un choix d'une part pratique, parce qu'au début, par exemple, on avait un comité qui se chargeait de l'approvisionnement et on s'est vite rendu compte que c'était très compliqué justement du fait que les gens vont et viennent et que pour quelque chose d'aussi vital, quotidien et complexe à gérer que l'approvisionnement, en fait, il valait mieux que les commandes et le suivi quotidien soient gérés par les salariés parce que c'est une tâche qui doit être gérée au quotidien et qui nécessite d'avoir des liens humains et constants avec les personnes qui nous fournissent et avec les livreurs. Et enfin, c'est de la cuisine quotidienne, quoi. Donc des choses plus difficiles, selon nous, à suivre par les coopérateurs qui ne viennent que 3 heures toutes les 4 semaines. Et avoir des personnes impliquées en permanence et au long terme sur des sujets, il y en a quelques-unes, mais il y a quand même aussi du turnover, et donc c'est le temps de formation pour certaines tâches est très long, ou soit très long, soit très complexe, et du coup, on a jugé plus opérationnel et plus efficace d'avoir des salariés pour ces tâches récurrentes, et de laisser les autres tâches aux coopératrices et coopérateurs. C'est un peu comme ça que les choses se sont articulées un peu d'elles-mêmes au fur et à mesure, quoi. D'accord, merci beaucoup. Pour finir le tour de table des supermarchés, donc Eva Chevalier, vous êtes présidente de Super Cafouche, qui est donc le supermarché coopératif situé à Marseille dans le 2e arrondissement. Donc vous avez ouvert ce local actuel qui est vraiment format supermarché en août 2022, donc ça fait à peu près 1 an et demi, même si votre projet il existe depuis plus longtemps puisque vous aviez un format mini Cafouche avant. Voilà, exactement. Donc la surface actuelle, je précise en fait pour à chaque fois qu'on ait des idées en fait des surfaces, donc il fait 600 mètres carrés pour à peu près 350 mètres carrés de surface de vente. Vous rassemblez aujourd'hui environ 1500 membres, il me semble, dont 800 actifs, et vous embauchez 4 salariés dans le magasin. Donc ma question toute simple, c'est en fait comment vous qualifiez votre modèle par rapport aux autres évoqués précédemment, comme vous l'avez créé il y a quelques années déjà. Comment vous avez fait vos choix entre le modèle avec salariés, sans salariés, enfin voilà, quels sont les arbitrages que vous avez faits? Déjà, pour mettre un peu à jour les derniers chiffres, on est aujourd'hui 1820 coopérateurs. On a 4 salariés et un 5e va les rejoindre le 1er janvier.
Alors, notre projet, comme vous avez dit, existe depuis longtemps, déjà sous une forme de épicerie test qui avait à peu près la surface de la COP 14 où on s'est un peu fait la main avant d'ouvrir l'année dernière. Et on s'est beaucoup inspiré, évidemment, par de la Louve et de la Cagette, qui est peut-être notre plus proche partenaire et sur leur fonctionnement, on base beaucoup notre fonctionnement à nous. Parce qu'on a repris cette idée des comités et de tables rondes qui rassemblent en fait les référents de différents groupes de travail et de différents comités. Et on se rend compte aussi après un an que c'est pas si évident que ça, comme vous autres participants ont dit, de fidéliser les membres, de faire qu'il y a une continuité dans le travail accompli dans ces comités. Et quelquefois, on a des problèmes qu'un comité crache un petit peu et il faut le faire renaître faire renaître à nouveau de ses cendres et où on implique donc les salariés qui normalement, voilà, le plus gros de leur travail, c'est l'approvisionnement, les relations avec les fournisseurs, la comptabilité de tous les jours, la facturation. Et il y a un comité aussi produit qui devrait les épauler un petit peu dans la recherche de produits ou de informations sur les produits, ce qui est pas toujours sans heurte entre les salariés qui font en fait le travail au quotidien et les autres personnes qui sont là un peu au gré de leur implication et de leur volonté de faire certaines choses et pas d'autres. Mais sinon, alors, nos modèles sont là, on s'inspire d'eux et de leurs expériences qui nous ont permis d'évoluer dans un cadre qui nous convient quand même très bien parce qu'il a été déjà expérimenté par des autres. D'accord, merci beaucoup. En fait, l'idée effectivement de ce premier échange, c'était juste de donner un aperçu de tous les choix et de toutes les options possibles quand on veut créer un supermarché coopératif. Il y a la question du statut juridique, du choix des salariés, du choix de l'implication des membres. Donc, on ne va pas aller plus loin sur cette question-là parce qu'on va y revenir peut-être si vous avez des questions. Par contre, je vous propose de discuter maintenant de la place de l'écologie dans les rayons en fait des supermarchés. Donc effectivement, en tant que la fabrique écologique, c'est une question très importante pour nous. Et en 2 mots, on voit effectivement que l'équation est très complexe sur le sujet alimentaire, mais comme dans d'autres. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que c'est difficile de faire concilier une alimentation saine et durable d'un côté et puis abordable de l'autre, dans un contexte là d'inflation qu'on connaît, mais en fait c'est plus structurel que ça, où aujourd'hui la part de la population qui n'arrive pas à se nourrir explose. On a eu les alertes encore des associations d'aide alimentaire à la rentrée. Et puis au-delà de cette question, on a vraiment le fait de se nourrir, enfin on a à peu près la moitié de la population qui déclare ne pas se nourrir comme elle le souhaiterait si on regarde les dimensions qualitatives, cette fois d'un point de vue sanitaire et écologique. Et donc effectivement, là, les supermarchés coopératifs ont peut-être un rôle à jouer. Donc, je vais peut-être aborder ça sous trois aspects. Peut-être d'abord le choix des produits, ensuite la question du prix des produits et peut-être la troisième sous-partie, conséquence, est-ce que cela marche? Donc, pour le choix des produits, d'abord, vous posez la question à la Louve, Jean-François Herry. Donc, vous avez fait le choix dès le départ et comme d'autres, après vous et sans doute comme peut-être la Parks of Food, d'ouvrir à tous les produits sans aspect moralisateur. Donc, il y a évidemment des produits écologiques dans votre magasin, mais pas que. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix? On m'entend? Je sais pas. Oui. Le choix, en fait, initial, on a commencé par les gammes de produits qu'on pouvait mettre en place, puis ensuite sont venus quelques mois après les produits conventionnels. C'est vrai que ça a fait un tollé quand on a mis les produits conventionnels, parce qu'évidemment, on aurait rêvé de pouvoir avoir que des produits bio. Et la Louve, pour l'instant, je pense qu'elle est autour de 70% de produits bio. Donc, c'est quand même très majoritaire, voire même peut-être plus, je pense. Peut-être plus proche des 80, je ne sais pas. Et je pense que, du coup, on est quand même c'est très bio.
Après, la volonté de la Louve, comme ce que je disais tout à l'heure, l'idée, en fait, c'était vraiment d'être un supermarché très inclusif, plus qu'exclusif, on va dire, et du coup, de permettre, en fait, à tout le monde de trouver son chemin, en fait, dans sa consommation, sans jugement, sans essayer de créer ce que Tom pouvait appeler un club de temps en temps, c'est-à-dire des gens qui ne veulent que du bio ou des gens qui ne voudraient que du local. Et ça nous posait un petit peu problème parce que c'était difficile à gérer au regard des critères en fait qui sont les critères en fait selon lesquels vous choisissez vos courses. Ça peut être le fait que ce soit local, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les acheteurs, le fait que logistiquement ce soit possible, que les prix soient intéressants, que ça soit pas trop cher, que ça soit bio. Il y a plusieurs critères en fait comme ça. Et la combinaison des critères en fait ne peut pas donner un produit qui soit optimum sur tous les critères. C'est pas possible. On peut pas avoir un produit bio, local, pas cher, logistiquement qui soit très simple à avoir, sans qu'il y ait et avec une écologie parfaite, sans véhicule, quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, on a choisi d'avoir l'ensemble des produits, de rester sur la dimension très inclusive et de dire aux gens, bah, choisissez vos produits en fonction, en conscience, et du coup d'avoir une large gamme de produits. Je regardais, enfin, on doit avoir un peu plus de 6000 références. Le but au départ, c'était d'avoir chaque produit avec plusieurs gammes dessus pour que les gens puissent faire leurs achats comme ils le souhaitent, en fait. Et pour l'instant, on essaye de tenir toujours ce principe-là. C'était important. Je me perds un petit peu. Et donc, par rapport aux produits conventionnels, à un moment qu'on a accepté, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens, en fait, les plébiscitaient et voulaient des produits conventionnels, évidemment pour des raisons de prix, puis parce qu'ils les connaissaient peut-être. Mais on s'est rendu compte aussi que le fait d'avoir l'ensemble des produits, bah, tout doucement, il y avait enfin, les gens basculaient, en fait. En général, les gens basculent pas de produits bio, à moins qu'ils aient justement des problèmes financiers, et ça leur permettait ça aussi, de réduire un petit peu la voilure, mais les gens basculent plutôt vers des produits de meilleure qualité au fur et à mesure s'ils le peuvent. Donc le but du jeu, c'était ça. Pour la petite histoire, on a même également eu une petite altercation au départ avec différents fournisseurs de bio qui voulaient se retirer des rayons de la Louve puisqu'on amenait des produits conventionnels. Et lorsque ça s'est passé, en fait, on a essayé de leur expliquer que sans baisser non plus nos intentions, sans vouloir changer d'avis, on a tenté de leur expliquer qu'en fait, on était une forme de pont entre des produits conventionnels et des produits bio, et que nous, on ne pouvait pas refuser en fait aux gens, aux étudiants qui venaient, par exemple, pour faire leurs courses, d'avoir des produits moins chers. C'était pas possible. Donc nous, c'était pas notre principe. On a au final un distributeur qui s'est retiré de la Louve, les autres sont restés, et ça se passe très bien. Donc c'est toujours quelque chose qui marche très très bien. Les produits conventionnels n'ont pas chamboulé plus que ça la Louve, en fait. Il y a un fonctionnement qui est un peu entre la Biocoop, le Lidl et puis une épicerie fine, en fait. On est un petit peu entre tout ça et on essaye de fournir le maximum de gamme pour le maximum de gens. Moi, les premières histoires, en fait, qui m'avaient plu quand on a attaqué tout ça, c'est que certains étudiants venaient nous voir en nous disant, bah, c'est un supermarché où je peux à la fois acheter mes produits produits frais bio, en fait, mes fruits et légumes bio, et en même temps, je peux aller me servir d'un papier toilette au moindre coût, ou alors un produit vaisselle qui sera pas très cher et qui sera pas bio parce que j'ai pas les moyens en fait de tout payer. Donc, il faisait un choix dans ses produits et il se permettait ça en fait vous voyez un petit peu dans ses achats. Donc, c'était cette liberté d'achat qui nous plaisait aussi. Et là, la Park Slope s'en sort très bien depuis 45 ans, 49 exactement, de cette manière-là en fait. On voulait pas également, enfin, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que disait Tom, c'est qu'on voulait absolument pas être un club. On voulait ouvrir au maximum et que la Louve soit un outil en fait oui, reste un outil en fait, que chacun se serve. Après, c'est pas évident non plus. Y arrive. Alors vous, au 400 COP, vous êtes aussi posé cette question des produits dans les rayons. Et il me semble qu'on avait parlé de ça ensemble. Il vous arrive parfois, peut-être temporairement, d'exclure des produits pour des raisons écologiques ou peut-être sociales parfois. Et on avait parlé une fois d'exclure des fruits, il me semble, d'une région d'Espagne pour des raisons de sécheresse, de pratiques qui aggravaient les sécheresses. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on fait pour décider ensemble de la présence de certains produits
dans les rayons et pourquoi vous avez fait ce choix-là aussi. Et peut-être, je me souviens plus si vous avez aussi des produits conventionnels ou si c'est... oui. On en a quelques-uns, oui. On est à 80% bio. Mais il y a des produits qui sont difficiles à trouver même en bio, qui sont les conserves de poissons, des choses comme ça. Bon, alors après, effectivement, on tape dans le haut de gamme, on va dire, sur ce genre de produits. Mais voilà, nous, on est un tout petit magasin, donc on est obligé vraiment de faire des choix assez drastiques sur ce qu'on rentre comme produit dans le magasin. Donc, en fruits et légumes, on est en 100% bio. Ça a été vraiment décidé dès le départ parce que mélanger du bio et du pas bio, c'est trop compliqué parce que enfin, quelquefois, la différence entre deux carottes, une bio, une peu bio, ça pouvait se mélanger. Enfin bon, bref. Donc, on a dit, on fait tout bio. Et puis, il y avait une charte, c'est-à-dire que les créateurs ont vraiment écrit une charte d'approvisionnement pour que les produits soient les plus éthiques possibles, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce soit en production, en distribution, voilà. Donc, et on fait attention effectivement à la qualité du produit, son prix évidemment, sachant qu'on a une marge fixe, mais voilà, qui est la plus basse possible, mais quand même. Et puis, on fait très attention, en fait, à la provenance aussi des produits, même s'ils sont bio. C'est-à-dire que quand on rentre un nouveau produit, on s'occupe de savoir comment il a été produit lui-même, qui s'en est occupé, est-ce que les salariés qui ont travaillé à la création de ce produit ont été bien traités, etc., etc. Enfin bon, on essaye d'aller assez loin dans cette charte. Et alors là, effectivement, l'été dernier, on a été alerté en fait par la coopérative espagnole avec qui on travaillait, qui avait vraiment euh, des, des critères de qualité qui ressemblaient aux nôtres et qui nous ont alertés sur le fait que bah, dans leur région, il y avait une sécheresse terrible, un manque d'eau terrible et que bah, ils n'arrivaient plus d'abord eux-mêmes à produire et qu'en plus ils s'affolaient parce qu'en fait bah, il y avait effectivement une possibilité qu'ils ne puissent plus rien produire du tout. Donc, on a décidé d'arrêter avec eux, mais en toute conscience. Enfin, bon, ils étaient d'accord parce qu'on ne voulait pas accentuer Donc, on est allé chercher dans le sud de la France les produits que... Bon, voilà, donc c'est parce qu'effectivement, c'était très, très important pour nous de ne pas aggraver une situation qui était déjà périlleuse pour l'Espagne. Voilà, c'était ça, entre autres. Mais de toute façon, on ne fait rentrer un produit dans le magasin, un nouveau produit, que quand on estime qu'il a une charte de qualité à tous les niveaux euh, intéressant. Et ça se prend dans les groupes justement de travail. On fait goûter aussi aux gens. Enfin bon, déjà, il faut que le produit plaise. Et puis on l'essaye, entre guillemets, pendant un moment. Et après, si les gens veulent, on continue. Sinon, on le retire. Mais voilà, il y a des produits qui rentrent, qui sortent aussi, comme les coopérateurs. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Ok, merci. Alors, donc, comme je disais, on peut aussi aborder la question du prix des produits. Là, je me tourne vers vous, Charles. Enfin, je crois que je regarde pas dans la bonne direction, mais c'est un peu compliqué d'avoir l'écran et la caméra. Donc, vous, comme d'autres supermarchés, vous avez réalisé des comparatifs de prix, puisqu'effectivement, l'enjeu de l'agriculture saine et durable, enfin de l'alimentation saine et durable, c'est qu'elle est souvent plus chère. Et donc, vous avez fait des comparatifs de prix avec des marchés spécialisés bio du quartier et puis des grandes et moyennes surfaces du quartier aussi. Et il apparaît dans votre comparatif de prix
un résultat qui est souvent constaté en fait par les supermarchés coopératifs qui font ce comparatif, qui est que il y a deux rayons pour lesquels vous êtes globalement moins cher qu'ailleurs, donc supermarché et conventionnel compris, c'est les fruits et légumes et le vrac. Donc, ce qui va plutôt, on va dire, dans le sens d'une alimentation plus écologique et aussi plus saine. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible, selon vous, d'avoir ces prix plus bas et peut-être pourquoi vous n'y arrivez pas forcément dans d'autres rayons? Alors, je pense ouais, il y a plusieurs facteurs. Il y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on suppose. Déjà, il y a la question de quelle manière on intègre les pertes pour ce qui est des produits frais. Nous, les pertes, elles sont réparties sur l'ensemble du magasin, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des marges différenciées selon les produits. Et quand il y a un peu de perte sur le frais, c'est réparti sur l'ensemble du chiffre d'affaires du magasin. Donc, c'est pas répercuté uniquement sur les fruits et légumes. Donc, ce qui veut dire qu'on n'augmente pas le prix de vente des fruits et légumes en fonction des pertes. Donc ça, c'est un élément qui peut expliquer pourquoi on arrive à avoir des prix qui sont maintenus relativement bas. Alors, un élément qu'on suppute fort, mais qu'on suppute quand même, c'est les marges colossales de la grande distribution sur les produits frais bio. Nous, notre marge, elle est fixe et elle est transparente. On fait les prix avec nos maraîchers. On a des négociations avec nos grossistes. Néanmoins, on a des prix d'achat qui sont tout à fait normaux et corrects, mais nous, on n'est pas à but lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais c'est pas notre objectif, alors que c'est clairement l'objectif de la grande distribution. Donc ça, c'est un élément quand même très important. C'est-à-dire que, alors je me souviens, il y a 3-4 ans, il y avait eu un article dans Le Monde sur les marges des produits bio en grande distribution, et il y avait certaines marges qui allaient jusqu'à plus de 200% de marge. Nous, on en est très loin. Bon, je dis pas que c'est une pratique courante dans toute la grande distribution et que ça se passe comme ça partout. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour les produits frais, voilà deux éléments qui peuvent expliquer pourquoi on arrive à maintenir des prix corrects. La question du vrac, c'est aussi multifactoriel et c'est un peu plus complexe. Euh, on pense et on observe que chez nous, il y a peu de casses, peu de pertes dans le vrac, parce que les coopérateurs de la cagette, ils sont chez eux, ils font un peu attention à ce qu'ils font quand ils se servent, et globalement, il y a pas beaucoup de gruges, c'est-à-dire que les gens prennent un produit vrac et ils vont peser le produit qu'ils ont pris. Dans la grande distribution, les gens prennent du vrac, s'il y a trois riz à trois prix différents, ils prendront le riz le plus cher et ils le pèseront au poids du riz le moins cher. Il y a beaucoup de pertes, on le voit d'ailleurs en dessous des silos de vrac en grande distribution, c'est toujours très sale, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de nettoyer parce que ça tombe de partout, donc je pense qu'ils ont beaucoup de pertes. Maintenant, donc ça, c'est un élément, je pense, pour lequel on arrive à avoir du vrac, je pense, un prix correct, c'est qu'on n'a pas besoin d'appliquer une grosse marge. On applique notre marge unique sur le vrac parce que on n'escompte pas énormément de pertes. Et puis aussi, quand il y en a, de la même manière que les produits frais, c'est réparti sur l'ensemble du magasin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas reporté directement sur les produits vrac. Alors maintenant sur la question écologique, euh, alors pour le vrac, si on parle des emballages, c'est aussi une question compliquée. Est-ce que pour l'instant le vrac est positif d'un point de vue écologique concernant sur la question des emballages? Pour l'instant, je pense que non. Maintenant, il faudrait que quelqu'un fasse l'étude précise. Mais le fait est que, en pratique, qu'est-ce qui se passe? On reçoit des sacs de vrac d'une quinzaine de kilos qui sont emballés en général dans des films plastiques très épais. Il va falloir les manipuler, il va falloir les mettre dans des silos, et ensuite tout le monde va prendre des sachets papier alors chez nous c'est des sachets papier pour prendre sa dose de vrac. Alors ok, les gens prendront la quantité qui leur convient, néanmoins ils repartiront
avec un sachet papier. Donc, ce qui veut dire que pour une quantité donnée de produits de vrac, il y aura eu un gros emballage plastique d'origine et ensuite X quantité d'emballage papier qui vont repartir avec le consommateur. Le jour où tout le monde amènera ses contenants, on commencera peut-être à faire des économies d'emballage avec le vrac. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et je pense pas que dans la grande distribution, cette question de l'emport d'emballage ou d'amener ses contenants soit très vite réglée. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant de ce point de vue-là. Finalement, et est-ce plus hygiénique parce qu'il faut manipuler les produits, il faut faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas dans les silos, qu'il n'y ait pas d'humidité, pas de mie, toutes choses comme ça. Alors que quand un produit est emballé par 500 grammes ou par kilo en usine, c'est fait dans des conditions propres ou en laboratoire et finalement, ces questions d'emballage ne se posent pas. Donc pour l'instant, c'est mitigé le vrac. On est content d'en avoir. Moi, j'en achète aussi. Hein. C'est pratique. Mais la question écologique est complexe avec le vrac. Pour les fruits et légumes, alors il y a un élément. Je suis pas le seul à l'avoir remarqué puisque j'ai entendu nombre de personnes se faire la même remarque. C'est que quand on recommence à manger des produits, des légumes et des fruits de bonne qualité, qu'on poussait dans des bonnes conditions, qui sont donc pas pleins de flotte, on s'aperçoit qu'on est mieux nourri et qu'on en mange un peu moins. Donc finalement, ça compense aussi en partie donc on en achète une quantité moins grande, donc finalement ça coûte un peu moins cher. Donc la différence de prix qui peut éventuellement y avoir entre du conventionnel et du bio, elle est aussi à tempérer parce que on peut aussi s'alimenter un peu mieux avec. Et plusieurs personnes m'ont fait cette remarque et je me suis dit, mais je suis pas le seul à avoir remarqué ça, ça m'a fait assez plaisir. Et c'est vrai que le jour où on a commencé à avoir, par exemple, au début à la cagette, il y a quelques années maintenant, mais des carottes qui avaient poussé dans la terre dans des bonnes conditions, je me suis dit, ah, mais c'était vrai, c'est vrai, je m'en souvenais de ce goût de carotte. Ça fait des années que je mangeais du savon et que là, je remange des vraies carottes qui ont un goût de carotte et ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que voilà, sur la question écologique, il y a peut-être aussi ces éléments-là à prendre en compte. Peut-être justement, du coup, pour faire la transition, Grégory Ackermann, vous avez étudié, je ne sais pas si ça marche, oui, on m'entend. Vous avez étudié l'évolution des pratiques d'achat des membres de la cagette, si je ne me trompe pas. Donc, quelles sont les évolutions que vous avez observées? Est-ce qu'on constate une écologisation des pratiques? Et si oui ou sinon, pourquoi? Enfin, quelles sont les dynamiques en cours? Bonsoir, oui, je vais essayer de répondre à ces questions parce que j'ai étudié les pratiques des coopérateurs de la cagette de différentes façons. D'une part, au travers d'un questionnaire qui a été diffusé auprès d'un millier on a eu 1 millier de réponses. J'ai également analysé des tickets de caisse, donc de 500 coopérateurs sur de nombreux mois. Donc, ça me faisait en gros 500 000 achats. Et puis aussi, j'ai fait une vingtaine d'entretiens avec des coopérateurs pour avoir une vision un peu plus qualitative de leur pratique. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des changements. D'une part, on a des coopérateurs qui déclarent avoir changé leur pratique. Ça, c'est à peu près un quart qui déclarent avoir changé leur pratique. Il y en a qui déclarent avoir beaucoup changé leur pratique, d'ailleurs. Il y en a à peu près un tiers qui disent avoir arrêté d'acheter certains produits depuis qu'ils sont arrivés au supermarché coopératif. Et notamment, ce sont des produits très transformés, des produits industriels, des produits raffinés. Voilà. Et puis, on a à peu près les 3/4, donc 73%, qui disent qu'ils ont découvert des nouveaux produits qu'ils ne consommaient pas avant. Donc, c'est aussi donc la découverte de produits différents, plus voilà, qui peuvent rentrer aussi dans des diètes écologiques, avec, je veux dire végétales, avec souvent des gens qui peuvent dire avoir découvert aussi des produits qui permettent de réduire la consommation de viande. Donc ça, ce sont donc des changements déclarés. On peut aussi se baser du coup sur l'analyse des achats. Donc, j'ai pu analyser les évolutions des achats donc de 500 coopérateurs. Et ce qu'on voit, c'est que de manière générale, on a plus de gens qui augmentent leur consommation de fruits et légumes, leur consommation de produits bio ou leur consommation de produits en vrac que de gens qui diminuent. En gros, on a 20%
de ces 500 personnes qui avaient tendance à diminuer donc ces consommations de bio, de vrac ou de fruits et légumes, alors qu'on avait 30% des gens qui avaient tendance à augmenter leur consommation de fruits et légumes et même 40% qui avaient tendance à augmenter leur consommation de bio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si c'est finalement bien des phénomènes d'augmentation générale de la consommation de bio et de fruits et légumes, ou si c'est plutôt des phénomènes de report. Pourquoi? Parce que le panier moyen à la cagette, c'est environ 160 €. Et quand on regarde à peu près la dépense alimentaire d'un foyer français, c'est plutôt 480 €. Par personne, c'est autour de 280. Donc, ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont à la cagette font aussi des courses ailleurs. Et du coup, on ne sait pas si on est sur des phénomènes plutôt de division des pratiques, c'est-à-dire qu'on va se mettre à pratiquer de manière écologique dans les supermarchés coopératifs. On met en œuvre des pratiques écologiques quand on est dans des lieux alternatifs et on poursuit des mauvaises pratiques, entre guillemets, dans les supermarchés, ou bien si on est bien sur des phénomènes de modification généralisée des pratiques et qui vont se reporter aussi sur les consommations et les pratiques d'approvisionnement en dehors du supermarché. Alors, on ne le sait pas, mais pour autant, il y a d'autres signaux qui nous disent que ça peut être aussi le cas, c'est que en qualitatif, les gens peuvent nous dire dans les entretiens qu'ils ont aussi justement modifié leurs pratiques ailleurs, notamment au supermarché. Et puis, on voit aussi qu'on a dans le questionnaire des fréquences de fréquentation de supermarchés, par exemple, qui ont tendance à baisser une fois que les gens arrivent à la cagette. Et puis, on voit des phénomènes de réduction aussi assez forte de fréquentation de lieux comme les magasins discount, etc. Donc, on voit que la cagette peut se substituer à certains lieux et peut aussi engager des pratiques nouvelles et puis des pratiques plus écologiques. Pour autant, on n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas un maintien de certaines pratiques moins écologiques dans d'autres lieux. Alors, les raisons, peut-être en quelques mots, les raisons, elles ont été déjà un peu abordées par les participants là. Donc, il y a le fait qu'on soit bien sur une offre qualitative, mais qui soit aussi une offre mixte. Donc, cette mixité permet d'aller vers des produits qu'on connaît déjà, et puis peu à peu se décaler vers des produits nouveaux. La question du goût est assez fort, donc avec un plaisir qui est retrouvé, notamment sur les fruits et légumes frais, etc. Il y a la question aussi de l'engagement, hein. On est bien sur des lieux qui engagent les gens dans le temps. Donc finalement, qui fonctionnent un petit peu comme une contrainte finalement de continuer à se rendre dans un lieu et ça permet finalement de soutenir la mise en place de routines. Et puis on est aussi, et ça c'est ce qui m'intéresse particulièrement, on est sur des lieux d'interaction très forts entre les gens, notamment entre les gens dans les rayons, à la caisse, mais aussi au travers des comités ou même des échanges qu'il peut y avoir avec des producteurs. Et donc, ces interactions entre les individus, ce sont des moyens finalement d'apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a des effets d'apprentissage qu'on observe. Et puis, il y a aussi des effets de normalisation des comportements, de diffusion de valeurs. Et puis, on pourrait même dire un peu de contrôle social où finalement, les gens dans les entretiens nous disent aussi, quand ils sont dans un supermarché coopératif, ils vont éviter d'acheter un certain nombre de produits pour ne pas se sentir jugés par leurs collègues, leurs amis, leurs voisins qui se retrouvent à la caisse et devant qui on doit aussi déballer l'ensemble de nos courses. Donc, il y a des effets qui sont propres à ces supermarchés coopératifs qui sont du fait qu'ils soient gérés notamment par des citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être que je vous propose de passer à la troisième partie, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose rapidement sur l'aspect écologie. Non, c'est bon. Donc, comme troisième partie, en fait, je vous propose d'aborder les difficultés rencontrées par les différentes structures et les solutions qui sont déjà expérimentées. Donc, effectivement, ces initiatives, elles sont jeunes et elles font face à certaines difficultés. Donc, on ne va pas pouvoir toutes les aborder ici. Le rapport revient un peu plus en détail sur certains aspects. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement des difficultés qui sont plutôt exogènes et peut-être pour certaines d'entre elles conjoncturelles.
Donc, on peut parler de la difficulté de trouver un local, par exemple, dans un contexte de foncier très tendu, avec des locaux très chers. Donc, voilà, ça, c'est quand même extérieur et pas tellement conjoncturel que ça. Et puis, on a effectivement des facteurs extérieurs et plus conjoncturels comme l'inflation, qui concerne les prix alimentaires, mais aussi les prix de l'énergie. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous ont dû faire face à des factures énergétiques élevées et ont dû faire des arbitrages parfois. Par exemple, quelqu'un m'a raconté de fermer une des chambres froides. Donc, ça peut quand même avoir des impacts assez lourds. Et puis, il y a des difficultés internes. Je vous propose d'en évoquer deux. La première, c'est la question du travail bénévole. Donc, il y a quelqu'un qui vient d'en parler en commentaire, j'ai vu, et de l'implication des membres, de comment réussir finalement, ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable, de maintenir l'implication des membres, parce que comme je l'ai dit en introduction, vous avez rappelé, c'est bien ça qui distingue les coopératives alimentaires du XXIe siècle de leurs ancêtres du XIXe et XXe siècle, où là, il n'était pas nécessaire de fournir un travail bénévole. Alors du coup, je vous donne enfin la parole à Hajar El Karmouni. Donc vous, dans vos travaux de recherche, vous avez mis notamment l'accent sur ce point, pas que, mais en tout cas, vous avez mis l'accent sur la tension que génère ce que vous avez appelé le triple statut, coopérateur, consommateur et travailleur. Est-ce que vous pouvez peut-être d'une part nous partager un peu vos réflexions sur cet aspect, et puis si j'anticipe peut-être un peu, dans l'un de vos articles, vous formulez l'hypothèse que ces tensions, elles pourraient peut-être disparaître si la figure du travailleur reculait. Donc voilà, si... Pour répondre aux questions, je vais faire un petit retour historique et rappeler qu'en fait, au 19e siècle, au début du 20e siècle, les sociétés coopératives de consommation se sont constituées dans un contexte où des ouvriers ne trouvent pas d'alternative à l'achat de produits de mauvaise qualité, de frauduleux, à des prix qui sont considérés comme étant faramineux, usuraires même. Donc, le but des coopératives de consommateurs, c'est d'acheter des produits de première nécessité à des prix de gros pour les revendre à prix coûtant. Et on a ce travail bénévole qui était assuré à l'époque par les administrateurs et qui sont portés par aussi la volonté de faire de la coopérative une école de démocratie. Donc, la coopérative existe à la fois pour permettre l'accès à ces produits-là de première nécessité à des prix abordables pour l'ouvrier et aussi que ça soit une école à la démocratie où il y a plusieurs personnes qui sont issues du milieu syndical ou qui font de la politique à différents niveaux, qui sont les administrateurs des coopératives. Et donc, à côté de cette volonté-là de promouvoir un bien-être général, par l'émancipation économique des travailleurs, il y a cette vision-là politique très forte. Et en même temps, on souhaite avoir davantage de coopérateurs pour pouvoir négocier les prix. En fait, il y a toujours cette idée-là de négociation des prix. Et donc, déjà historiquement, on a cette tension-là entre le coopérateur qui, à la fois, qui détient une part, mais en même temps, en fait, il faut qu'on grossisse, qu'on ait plus de coopérateurs. Et donc, on vient mettre un petit peu en sourdine la portée politique du projet. Donc ça, c'est historiquement. Avec l'apparition des coopératives, des nouvelles coopératives où le travail a une importance très importante, une très grande importance, dans le sens où le modèle se base en partie sur le travail travail des coopérateurs. Il y a une troisième dimension, en fait, il y a une troisième tension qui peut être générée. Donc, on a donc à la fois cette tension entre la qualité de coopérateur et de consommateur, c'est-à-dire qu'en fait, un coopérateur qui est engagé dans un projet politique pour proposer une alternative, qui dans tous les supermarchés, lors de leur constitution, il y a cette volonté-là de transformer, voire sortir du système marchand, et un consommateur que le prix d'achat des marchandises et la praticité d'achat c'est-à-dire que cette logique économique prend le dessus.
C'est-à-dire, en fait, enfin, il y a cette volonté de proposer une alternative et de sortir du marché. C'est-à-dire, en fait, c'est un projet politique, même si certains n'assument pas forcément ce projet politique-là, en disant que, en fait, le projet politique, c'est aussi acheter, enfin, c'est faire le choix de produits, c'est ça le projet politique. Donc, en fait, n'est pas forcément assumé par toutes les coopératives de consommateurs d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a de toutes les manières, en fait, le premier, ce qui attire ce qui attire le coopérateur, c'est le fait d'avoir un prix qui soit plus bas, enfin le prix, qui soit plus bas que pour des produits à qualité similaire. En fait, ça va être formulé différemment en fonction des supermarchés coopératifs. Et donc, en fait, on a cette qualité-là de consommateur qui prend encore le dessus. Donc, comme ça a été déjà documenté auparavant. Et ça, c'est le fait de dire, bon, ben, en fait, on va comparer entre les différents produits et en fonction, enfin, on va prendre peut-être le moins cher. Et c'est aussi se comparer aux autres. En fait, tous les témoignages qu'on a eus ce soir, c'est le supermarché coopératif se compare soit au supermarché bio, soit au supermarché conventionnel. Donc, en fait, on est toujours en fait, dans le côté consommateur, enfin, le projet économique finalement qui prend le dessus. Et on a c'est aussi un autre exemple, c'est aussi quand on arrive, quand on arrive au supermarché, le fait de prendre le panier, de se comporter comme un consommateur, donc qui est face à un choix et qui va faire des arbitrages au-delà de peut-être qu'il y a une transformation, ça a été souligné une transformation dans les pratiques, mais comment elle opère la transformation, comment elle s'ancre, mais on reste quand même dans quelque chose où on va prendre un panier, on va le remplir en suivant un parcours client qui est imaginé, c'est-à-dire que même l'agencement du supermarché, même l'agencement du magasin, c'est un agencement comme un supermarché, et plus il est ressemblant, plus ça va être mis en évidence qu'en fait, on est face à un supermarché, vous le soulignez aussi dans le rapport. On peut arriver à la caisse et déposer le panier. Et peut-être que ceux qui sont dans les supermarchés coopératifs ont déjà expérimenté ça. Donc, poser le panier et attendre, en fait, être dans cette optique de service. Donc, on a à ce niveau-là, en fait, voilà, on a cet élément-là qui prend le dessus, en fait, l'économique qui prend le dessus sur la dimension politique. Et on a cette dernière dimension-là du travailleur. Le travailleur, là, on n'a pas, enfin, certains, on en a parlé aussi ce soir, on a des groupes de travail, on parle d'allocratie, de comment on organise le travail pour qu'il soit le plus efficace possible, pour qu'on puisse avoir des individus qui sont interchangeables, pour qu'ils puissent, et par ailleurs, on a des niveaux de gouvernance démocratique qui vont varier d'un supermarché à un autre. Mais d'un côté, ça va être les salariés qui vont résoudre les problèmes de pérennité du modèle. Donc, en fait, le salarié, finalement, en fait, on revient à un système où ça va être le salariat qui prend le dessus, qui règle le problème, qui prend le dessus. C'est en période de confinement, les supermarchés qui ont fait le choix plutôt que de fermer, que ce soit les salariés qui travaillent et pas imaginer d'autres possibilités de voir. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on a le travailleur, mais salarié, qui va assurer le travail, ça d'une part, et d'autre part, le travailleur qui est assigné à une efficacité pendant soit son shift, soit quand il rentre dans des groupes de travail et qui, parce qu'il s'est investi pendant la constitution du supermarché, peut-être qu'à la suite, il va avoir un emploi salarié, c'est-à-dire qu'on va avoir une professionnalisation du bénévole jusqu'à l'amener au salariat, ou qui va avoir
une plus grande possibilité de prendre la parole et prendre les décisions dans les comités qui sont censés être des comités démocratiques que sont l'Assemblée ou autre moment de prise de décision. Donc, voilà, pour répondre à la question, en fait, voilà, sur ces trois dimensions-là qui finalement qui permettent de qualifier en fait ces figures de coopérateurs, consommateurs et travailleurs. Donc, il y a de grandes tensions entre les trois où donc on va avoir la figure du consommateur qui va prendre le dessus ou la figure du travailleur dans les instances de prise de décision ou pour salariés ou la pérennité du modèle. Merci beaucoup pour ces réflexions. J'imagine que vous avez envie de réagir peut-être. Je vous propose néanmoins, comme il reste une dernière question que j'aimerais aborder avec vous, de parler d'abord de l'aspect de la mixité sociale et ensuite de terminer peut-être par un tour de table pour que vous puissiez réagir, répondre aux différents points, d'ailleurs pas uniquement celui-là, mais à l'écologie. Enfin voilà, si ça vous convient comme ça, ce sera peut-être juste plus efficace en termes de temps. Donc, juste pour introduire un tout petit peu, en fait, la question de la mixité sociale, c'est une question assez ancienne quand on parle des alternatives alimentaires. Elle se pose déjà pour les AMAP, qui sont quand même plus anciennes que les supermarchés coopératifs, où on observe que finalement, quand parfois elles sont pensées pour être inclusives, néanmoins, elles n'y arrivent pas systématiquement. Et les quelques enquêtes, en tout cas, qui commencent à exister, qui se basent sur des enquêtes internes au supermarché. Donc, c'est encore du savoir en construction, mais on observe que dans ces supermarchés, sont surreprésentées des personnes diplômées, voire très diplômées, en tout cas plus diplômées que la moyenne, que ce sont économiquement des classes moyennes et supérieures, avec néanmoins parfois une certaine hétérogénéité économique, puisqu'il y a des personnes diplômées, mais avec des jobs précaires, en gros. Mais en tout cas, ça touche pas ou très peu les personnes en situation de précarité alimentaire qui sont quand même de plus en plus nombreuses. Et puis, il y a un élément qu'on ne pourra pas forcément discuter ce soir, mais ce que j'ai constaté en vous interrogeant, c'est qu'il y a 60 à 70% des membres qui sont des femmes. Donc ça aussi, c'était déjà le cas en fait au 19e et 20e siècle dans les coopératives de consommateurs. Donc voilà. En tout cas, pour la question de l'inclusivité, il y a une première barrière qui est celle du prix, malgré tout, mais pas que. Mais en tout cas, pour commencer par celle du prix, j'avais envie de vous interroger, Denise Mirou, puisque vous avez décidé, je pense, pour traiter un peu de cette question-là, de mettre en place assez récemment une mesure qui est une réduction directement en caisse de moins 10% pour l'ensemble du panier, pour les personnes qui bénéficient d'une part à tarif réduit. Et puis, vous avez, je crois, réfléchi la chose pour que ça ne soit pas stigmatisant au moment de l'achat. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à concevoir cette mesure, comment ça a été peut-être présenté, enagé, voté, etc. Et puis peut-être si vous avez déjà un recul un peu sur les résultats. Pour répondre à votre question, il faut que je précise bien que cette question d'accessibilité est au cœur de notre projet. C'est vraiment, alors l'écologie important, le plaisir de bien manger important, mais l'accessibilité, c'est au cœur. Et j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps dans la discussion. Et donc, très très vite, on a pris l'option, mais on n'est pas les seuls, à fixer, bon, le tarif de la part, elle est à 100 €, mais on a tout de suite dit, il est possible d'avoir une part à 10 € et on a fixé les règles. Un revenu inférieur à 1200 à l'époque, on est à 1500 maintenant, quelle que soit la forme de revenu de ces personnes. On a, et évidemment, c'est pas parce qu'on a payé 10 € qu'on a un dixième de voix de l'autre. C'est la même voix aussi légitime. Et c'est également une raison pour laquelle on s'est implanté dans ce quartier qui est vraiment à l'injonction de logements sociaux et de catégories moyennes. On est implanté là délibérément, avec le soutien de la mairie en plus. On a mis en place
et je n'ai pas eu le temps d'y revenir, un dispositif dont je suis l'animateur et on va commencer à vraiment avoir les résultats, cette différenciation de 3 gammes de prix, dont la gamme qu'on appelle Copine, qui est la gamme d'entrée dans une démarche de consommation responsable et qui doit nécessairement être à des prix pas plus chers, si ce n'est moins chers que dans les magasins grande surface alentour. On a rajouté tout récemment cette dimension de réduction pour ceux qui sont à 10 € pour l'instant. Et s'ils le demandent, on leur fait savoir qu'ils ont la possibilité de bénéficier de ces dispositions où ils auront en caisse 10% de réduction sur leur panier. Ce n'est pas à chaque produit, c'est une fois par mois, le comptable vérifie que cette personne, elle est à 10 € de la part et elle a consommé tant. Et si elle a fait cette demande, elle bénéficiera d'un remboursement de 10% des biens achetés. Alors, c'est trop tôt parce qu'on a pris la décision en Assemblée générale cet été, on a mis en place la procédure, on a informé, c'est trop tôt pour vous donner des chiffres. Mais c'est une perte en caisse. Et donc, comment est-ce qu'on compense? Parce qu'on a un trésorier très attentif à l'équilibre, ultra attentif à l'équilibre. Donc, en fait, dans un premier temps, et peut-être que ça va durer, on demande que d'autres COP acceptent de compenser au travers d'un don équivalent. Donc, par exemple, mon foyer contribue tous les mois, on a un virement tous les mois de 15 € par mois, qui représente en gros les 10% du panier moyen. Il se trouve que ceux qui ont des tarifs de leur part de 10 €, ils sont moins consommateurs que les autres. Parce que la moitié, enfin c'est quand même 20% aujourd'hui, hein, on veut augmenter, c'est quand même 20% aujourd'hui. Et dans ces 20%, on est dans un quartier où il y a des résidences universitaires, il y a à peu près la moitié d'étudiants. Donc, ils sont seuls, et 2, ils sont quand même moins consommateurs, et les autres, c'est des familles normales à revenus faibles, et donc ils sont confrontés à ces problèmes de revenus faibles. Donc voilà, c'est moins 10% remboursé parce que c'est plus discret, et sous réserve qu'ils le demandent. Et tous ne l'ont pas demandé, hein, loin de là aujourd'hui. C'est le seul résultat que je peux vous dire, mais on va relancer une campagne d'information, de sensibilisation pour qu'ils sachent bien, y compris que les COP qui peuvent compenser cela, y contribuent pour que ce soit effectivement effectif. Mais j'y reviendrai dans la discussion générale de pourquoi c'est au cœur et quel est notre projet derrière pour donner tant d'importance à la dimension mixité et accessibilité. D'accord, merci beaucoup. Alors, Grégory Ackermann, vous avez également étudié la question de la mixité dans les supermarchés coopératifs d'au moins 2 manières. Donc, d'une part, avec des collègues, vous avez en fait étudié une 50aine d'alternatives d'accès à l'alimentation durable. Et puis, vous faites le constat que un peu dans toutes ces initiatives, en tout cas, la mixité sociale est difficile à atteindre. Et donc, ma première question, c'est peut-être quelles en sont les raisons et notamment quelles en sont les raisons au-delà du prix. Et puis, ma deuxième question, c'est que vous faites actuellement partie, je l'ai dit en introduction, du conseil scientifique de l'expérimentation de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, dont fait partie la CAGET, donc qui est en fait une expérimentation à l'échelle locale d'une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, est-ce que vous pouvez également nous faire part de vos premières observations ou premières réflexions sur peut-être la pertinence d'articuler un dispositif de caisse alimentaire commune avec des structures comme les supermarchés coopératifs pour justement améliorer la mixité sociale? Ben, oui, effectivement. Alors, la mixité sociale, c'est une question qui traverse beaucoup d'alternatives de distribution et qu'il s'agisse d'AMAP, de supermarchés coopératifs ou même d'épiceries plus classiques. On a étudié un certain nombre de mécanismes qui étaient mis en place par ces acteurs pour essayer d'améliorer l'accessibilité à leur dispositif de distribution. Et ce qu'on voit, c'est que tous déjà se heurtent à cette question de la mixité et tous mettent en place plutôt des systèmes qui vont avoir des effets relativement limités parce qu'ils vont ne permettre qu'à un certain nombre de personnes finalement assez réduites de pouvoir accéder aux dispositifs de distribution.
Alors pourquoi cette mixité, elle est compliquée, elle est difficile à atteindre? C'est pas propre au supermarché coopératif, c'est propre à notre société en général, hein. Toutes les études en sociologie montrent que il y a une forme de vivre ensemble qui est plutôt liée aux caractéristiques des individus. Il y a des formes rien que sur sur la mise en couple, ça s'appelle l'homogamie sociale. Les gens qui se ressemblent se mettent en couple. Sur l'amitié, ça s'appelle l'homophilie sociale. Les gens qui sont amis sont des gens qui se ressemblent socialement. Donc en fait, on est face finalement à des sociétés qui sont plutôt constituées de groupes homogènes. Et donc la mixité sociale, c'est aller à l'encontre de mouvements qui sont plutôt ceux de chacun fréquente des gens qui leur ressemblent. Ce qui signifie qu'on est face à des enjeux qui sont forts et qui ne concernent pas que des questions économiques, et qui vont aussi concerner des questions de pratique, de comment on a envie de vivre ensemble, comment on a envie d'organiser ensemble l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange et comment finalement on arrive à s'entendre sur ce qu'on peut ensemble faire. Et là où les supermarchés coopératifs tirent un petit peu leur épingle du jeu, c'est que ce sont déjà des systèmes mixtes en termes d'offres. Ça a été dit, mais on a cette mixité de produits de qualité et de produits conventionnels, ce qui finalement permet à presque tout le monde de pouvoir trouver des produits qui leur conviennent. Et ensuite, on peut avoir éventuellement donc des mouvements de transformation des pratiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour autant, ça reste bien des lieux qui sont quand même relativement homogènes en termes de population. Donc, ça a été dit, on a des gens qui sont finalement très diplômés. À la Cagette, c'était 82% de gens qui ont un bac plus 2 et plus, alors qu'à l'échelle de la France, je crois qu'on est plutôt autour de 26% ou 36%, quelque chose comme ça. Sur la question des types d'emplois à la Cagette, c'est 49% de cadres, alors qu'à l'échelle de la France, on est à 13,6% ou des choses comme ça, ou ce genre de chiffres. Je dis peut-être un petit peu de... Non, oui, c'est ça, 13%. Et c'est pareil sur les secteurs d'activité. Par exemple, à la Cagette, c'est 25% de gens qui travaillent dans le champ de l'éducation, alors qu'en France, on est plutôt autour de, pareil, 12-13%. Donc, on est déjà sur des gens qui sont finalement assez typiques et donc qui vont très facilement s'entendre pour pouvoir trouver des moyens d'avancer sur leur projet. Et finalement, c'est plus facile pour eux de construire un supermarché coopératif parce qu'ils portent à peu près les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, la même vision politique. Et finalement, ils généralement de cette question de l'ouverture, de l'accessibilité, et ils la pensent d'ailleurs souvent ces groupes en termes d'ouverture et non pas en termes de comment on permet à un groupe mixte de construire quelque chose de commun, mais plutôt comment essayer de rendre accessible quelque chose qui a été construit par un groupe homogène. Et tout vient de ce problème-là, finalement, c'est que on est souvent sur des gens qui se ressemblent, qui créent des dispositifs pour eux, et ensuite qui se posent la question de comment ouvrir quelque chose qu'ils ont conçu pour eux à des gens qui sont différents d'eux. Voilà le problème. Donc, on a des gens qui ont trouvé des solutions, hein, qui finalement ont constitué des groupes dans des quartiers, notamment autour des groupements d'achat vrac, par exemple, où on voit des épiceries. Il y a des mouvements là, des épiceries citoyennes qui sont portées vraiment par des groupes plutôt homogènes, mais différents des publics très diplômés urbains qui sont en train de monter ces supermarchés coopératifs. Pour autant, on n'est pas encore sur la mixité, on va être plutôt sur des gens qui se ressemblent, mais qui vont être différents des publics des supermarchés coopératifs. Alors, si je dis deux mots de la sécurité sociale de l'alimentation et de la caisse alimentaire commune, qui est cette initiative à Montpellier et qui s'inspire de ces principes de la sécurité sociale de l'alimentation, qu'est-ce que ça change pour la Cagette? Ça change beaucoup de choses parce que finalement, on lève le frein économique de manière radicale en permettant aux gens d'aller dépenser 100 €, équivalent de 100 € par mois à la Cagette, alors qu'ils ont à cotiser ce qu'ils veulent finalement entre 1 et 150 €. Ce qui permet à des personnes très précaires
de pouvoir aller dépenser une centaine d'euros dans un lieu dans lequel ils ne seraient jamais allés et dans lequel ils vont retrouver une alimentation de qualité pour laquelle, là, pour le coup, ils auront souvent un intérêt très important. Donc, finalement, en levant ce frein économique, on lève aussi un certain nombre de questions autour des coûts d'entrée que peuvent avoir ces lieux-là, les coûts sociaux, qui sont souvent des coûts aussi on connaît personne dans ces lieux-là, donc on n'ose pas y aller, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on n'ose pas y aller. Et là, finalement, cette quête alimentaire commune, bah, elle oriente très directement les gens vers la cagette. Et donc, d'un coup, ben, elle contraint en quelque sorte des profils qui sont très éloignés de la population habituelle de la cagette à s'approprier ce dispositif-là et à faire leurs courses à l'intérieur. Ce qu'on ne sait pas, moi, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est comment finalement ces publics vont réussir ou non à s'approprier ce dispositif et toutes les règles qui régissent ce modèle-là, avec notamment cette question des participations de 3 heures par mois, qui est aussi un frein assez important pour des publics qui parfois n'ont pas tout à fait la même manière d'organiser leur emploi du temps, qui ont des difficultés parfois aussi à pouvoir s'investir 3 heures par mois parce qu'ils ont des questions autour de la garde d'enfants, etc. Donc en tout cas, on va pouvoir étudier ça, mais c'est un levier très important pour créer de la mixité dans les supermarchés coopératifs. Merci beaucoup. Donc, il est déjà 20 h, c'est l'heure à laquelle on est censé terminer. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des impératifs et qui devaient partir, bah, allez-y. Quand même, on pourrait prendre quelques questions du public et comme ça, on fait un tour de parole où vous pouvez à la fois répondre aux questions qui vous sont adressées s'il y en a et puis réagir aux derniers points qui ont été abordés. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience et pour cette table ronde qui était très intéressante. Moi, j'ai une question parce qu'on s'est posé. En fait, je suis partie d'une association. On a fondé une épicerie coopérative en quelque sorte sur le campus de notre école et on s'est posé beaucoup de questions. Alors, c'est ce que vous avez évoqué au départ, mais sur quels produits mettre en vente. Est-ce que notamment, pour vous citer l'exemple, la viande, mais aussi les amandes ou alors la pâte à tartiner ou des produits comme ça. On s'est demandé, est-ce qu'on devait... Parce que j'ai compris qu'il y avait un arbitrage à faire entre le conventionnel et le non conventionnel, que je comprends parce que pour les raisons économiques, etc. Mais pour les questions d'habitude de consommation qu'il faut changer, est-ce que vous avez des nouvelles idées? J'avais pensé peut-être à des quotas, mais à la fois ce mot fait un peu peur souvent. Voilà. Est-ce que vous avez des initiatives ou des réflexions à partager? Merci. À Saint-Denis, dans la banlieue nord, la question de la mixité, c'est ce qui a porté notre projet. Nous avons à Saint-Denis alors, première idée, nous avons à Saint-Denis 3 épiceries. C'est-à-dire que nous avons choisi des quartiers. Non pas une grosse unité, mais des quartiers, pour essayer justement d'avancer vers cette mixité. La deuxième réflexion que nous avons portée, et on l'a entendu ce soir, c'est que les prix ne soient pas trop chers. Dans nos 3 épiceries, nous margeons à 0. C'est-à-dire que nous revendons tous les produits le prix que nous avons acheté. Et nos 3 épiceries sont placées au bas d'une cité. Donc on s'est posé la question avant. Comment on pourrait être le plus près possible des hommes et des femmes des quartiers? Alors, est-ce que ça a marché? Je vous dirais que non, ça n'a pas vraiment bien marché. Donc c'est bien, on rejoint là les commentaires d'Ackerman, je ne sais plus de ton prénom, tu me pardonneras, Grégory. C'est-à-dire que ça va au-delà du prix, ça va au-delà du lieu, ça va au-delà de la forme. Petite épicerie de quartier, on a 1 millier de produits dans chaque épicerie. C'est des produits bio et non bio. Ils ne sont pas chers. Et ça marche très moyennement. Donc c'est très intéressant le commentaire que Grégory a signalé plutôt, pas rappelé. Quant à Montpellier, et je vais le contacter, ça me branche beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions en visio? Alors pour ça, il faudrait peut-être l'écrire sur le chat ou la réécrire. Et en attendant, bah, peut-être on peut commencer le tour de table, si vous voulez ajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir, que vous voulez ajouter Non plus. Bah, on se dirige vers une fin à l'heure alors, ou peut-être non, personne? En visio non plus, Charles, Grégory, Clotilde, que je vois qui est connectée. Pas de questions. Merci. Ça marche. Non, non, mais très rapide. Très pratiquement, du coup, enfin, quel dispositif vous avez pu mettre en place? Pardon. Ok, pardon. Ok. Non, non, mais juste les dispositifs que vous avez pu mettre en place justement en réponse à ce manque de mixité, à cette exclusion subjective. Quels sont justement vous, ce que vous avez pu mettre en place? À quel point ça a été fondamental pour vous de le mettre en place ou non? Et juste avoir vos retours là-dessus de ce qui était avancé tout à l'heure par le sociologue dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse. Et juste avoir vos retours là-dessus et les démarches que vous avez simplement entreprises. Nous, on est comme 14, c'est-à-dire qu'en fait, on a un départ à 10 euros, départ à 100 euros. Enfin, c'est 10 parts à 100 euros, mais bon, tout le monde a une voix, donc c'est. Voilà, mais on se rend compte que on pédale, hein. On a eu un local Paris Habitat, donc qui s'est construit en fait quelques années avant qu'on s'installe. Et donc on fait partie d'un HLM, voilà, Paris Habitat. Et on n'a personne qui descend. Enfin, il y a des gens qui regardent un peu, bon. Alors moi, en fait, quand j'ai vu, moi je fais partie du quartier, mais j'habite pas dans cet endroit. C'est en passant devant, je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce local qui va enfin ouvrir? Et c'est là que je me suis renseignée, voilà. Mais ceux qui habitent au-dessus, ils sont jamais descendus, ils sont jamais vraiment rentrés. Quand la porte est ouverte, ils jettent un œil comme ça, on leur dit de rentrer, on essaie, bon, mais non, pour l'instant. Et bon, on a un groupe de travail qui vient de repartir, qui justement s'occupe de ça et voit avec la mairie et parle de sécurité sociale, de l'alimentation, etc. Enfin bon, voilà, donc on va voir comment on peut. Mais non, non, on est très démunis en fait. Ouais, je crois que vous vouliez aussi répondre. Nous aussi, on a les mêmes difficultés hein, de traduire nos objectifs dans les chiffres, concrètement. On a beaucoup moins de gens qui viennent acheter, issus précisément de ces logements sociaux qui sont juste en face que ce qu'on souhaiterait. Mais je vous ai décrit les premières mesures qu'on a mises en œuvre, mais on va au-delà. On a une politique qui commence à se développer depuis l'automne, qu'on va vraiment renforcer sur l'année 2024, d'animation, d'aller vers de différentes manières. On a bénéficié, c'est une chance, du financement d'une cuisine par l'appel d'offres alimentaires de la mairie. On a bénéficié des cuisines. Pourquoi? Justement pour faire des ateliers cuisine. Et là, on va s'adresser évidemment principalement aux mamans qui sont en face avec la RIVP, parce qu'il se trouve qu'on a une responsable du comité de quartier et des logements sociaux en face RIVP qui distribue nos flyers à l'intérieur de la maison. On a des interactions très, très fortes avec la RIVP qui transmet les informations. Donc, on a déjà des ateliers cuisine réguliers, y compris avec des associations créées localement. Donc, ça, c'est une manière d'attirer, non pas nécessairement que la contrainte, c'est pas d'acheter. La contrainte, c'est, il n'y a pas de contrainte. Vous êtes intéressé à venir apprendre à faire un petit déjeuner avec des produits soit récupérés, soit, enfin, toutes sortes d'idées qui peuvent venir.
ou également des ateliers à thème. On a fait enfin, je ne vais pas vous les lister. Donc, on a pas mal des jeux. Parce qu'on veut aussi faire de l'éducation populaire, dans le vieux sens du mot, éducation populaire, aux aspects écologiques, aux aspects aussi qualité nutritionnelle. Nous, on y est attachés particulièrement. On ne trouvera pas du Nutella chez nous. Ce n'est pas qu'on est moralisateur, c'est qu'on considère que ça fait aussi partie de notre mission que d'apporter des informations sur la bonne bouffe et pas la junk food. Donc voilà, toute une série de dispositifs au-delà du prix, auquel on est très attaché, qui essayent d'aller vers ces populations par des jeux, par des ateliers cuisine, par des animations de différentes natures. Mais on n'est pas encore, on est très loin du compte. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Effectivement, donc la question posée, c'est est-ce que le travail bénévole n'explique pas aussi les prix plus bas par une minimisation en fait de la masse salariale? Donc, si effectivement, je l'ai peut-être évoqué en introduction, mais alors je me souviens plus du chiffre pour la Louve. Aujourd'hui, il y a 12 salariés, mais ça aurait peut-être été 14 et ça aurait été, je crois que vous l'aviez estimé, combien il aurait fallu de salariés sans le travail des coopérateurs, peut-être de l'ordre d'une soixantaine, il me semble avoir écrit quelque chose comme ça. Soixantaine, je ne sais pas si Voilà. c'est une soixantaine, c'est difficile, mais on avait regardé Voilà. les petits supermarchés en fait, qui étaient autour de nous, les petits Franprix, des choses comme ça, enfin les petits Franprix qui avaient la même taille que nous, hein. Ils étaient entre 30 et 40 salariés si on faisait l'ensemble des... La somme en fait, des tâches nécessairement réalisables par un salarié dans un supermarché. Il y avait à peu près 30 ou 40 salariés à minima. Donc effectivement, c'était les 3 leviers que je mentionnais en introduction pour essayer d'offrir des prix plus bas. C'est la non-lucrativité, le travail bénévole et la marge constante. Donc je vous propose de conclure peut-être pour respecter l'horaire et puis on peut discuter un peu plus informellement après. En tout cas, pour vous dire que tous les aspects qu'on a tout juste évoqués, ils sont abordés dans l'étude qu'on a publiée, enfin qu'on publiera demain sur le site de la Fabrique écologique. Il y a aussi une mine d'informations sur le forum des supermarchés coopératifs. Et voilà, donc c'était une première discussion. Vous en avez déjà eu entre vous les uns les autres, effectivement. Mais du coup, voilà, c'est à creuser. Il y a, en tout cas, oui, je voulais aussi ajouter quelque chose pour la question de la mixité sociale, c'est quand on lit les travaux d'historiens, d'historiennes qui ont travaillé sur les coopératives du 19e siècle, on voit que la part d'ouvriers, d'artisans et d'agriculteurs est très élevée dans ces coopératives. Donc, ce n'est pas une fatalité. Effectivement, il faut peut-être repenser la manière dont soit elles sont créées, comme le dit Grégory, ou la manière dont elles peuvent peut-être évoluer, mais il n'y a pas forcément de fatalité là-dedans. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention et votre participation ce soir.